traumatisé. C'était une fois Mélie Barbu, qui était à l'époque secrétaire du FEFEM, mais ça date un peu, m'appelle, j'étais expert de lycée, m'appelle, me dit voilà, on monte un projet FEFEM-GEF et j'ai reçu un rapport d'évaluation et de projet pour le parc national, enfin le parc du Banc d'Arguin en Mauritanie. Voilà, je suis pas content, on leur demande de payer des bateaux, des voitures, des moteurs pour la station d'Iwik, ça coûte 10 millions de francs. Est-ce que c'est utile? Je ne crois pas trop. Il faut que tu ailles là-bas. Voilà, on va te mandater comme expert de l'UICN pour aller voir si tout ça est cohérent, si ça répond bien aux problématiques locales. Donc j'y suis allé et j'étais assez stupéfait puisque c'était des engagements. Il y avait eu un première aide de coopération pour le parc de Mauritanie, pour ce parc du Banc d'Arguin, et donc je me suis rendu sur place. C'était assez compliqué pour y aller. Et donc quand je suis arrivé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une station scientifique, c'est ce qu'on appelle la station Inuit, qui est au cœur d'un désert. Il n'y a pas un désert d'hommes, il y a une communauté locale de pêcheurs que vous connaissez tous, qui est la communauté Ingraguen, d'une pauvreté inouïe. Et j'étais, mais alors, stupéfait par le contraste entre cette communauté de pêcheurs et cette station Inuit qui était une espèce de laboratoire fantôme, avec des regards gigantesques, avec des bateaux, des Zodiacs crevés, enfin, on a l'impression qu'ils étaient à plat, des moteurs 150 chevaux, enfin, dizaines de moteurs qui n'étaient pas en état de fonctionnement, il n'y avait pas de pièces de rechange, il n'y avait pas personne capable de réparer les moteurs, de réparer, de mettre une rustine sur les Zodiacs. Tout ça était à l'état d'abandon, et donc dans le projet qui avait été proposé au chef et au FEFEM, c'était de remplacer tout ça. Voilà, de remplacer les moteurs, de remplacer. Je dis, mais est-ce que c'est réaliste? Il y a des gens qui meurent de faim quasiment à côté, une population qui souffre, qui n'a pas d'eau. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas commencer à se pencher, puisque leurs bateaux, eux, communauté Ingraguen, des langes, fonctionnent très bien, fonctionnent avec les moyens rudimentaires, mais ça fonctionne, ça tourne, alors que la station d'Iwik et les scientifiques, évidemment, pour aller se rendre sur zone, vont utiliser les lanches des pêcheurs pour se rendre. Voilà, donc pourquoi je voulais illustrer le débat qu'on va avoir par cet exemple, parce que je ne sais pas si c'est la réalité dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais enfin, en tout cas, je pense que d'une façon récurrente, il y a un problème sur l'aide financière que l'on attribue pour protéger la nature, la conservation, sans prendre totalement conscience de la réalité locale et du choc culturel que l'on peut apporter lorsqu'on souhaite faire un investissement de cette nature sur un enjeu de conservation, de se donner des moyens gigantesques pour observer la biodiversité, du parc du Banc d'Arguin, et finalement, à minima, d'aider les populations locales. Donc, évidemment, ça a un peu évolué, depuis ça commence à dater. On a, fort heureusement, la coopération, les aides à la coopération, que ce soit française ou autre, ont quand même corrigé le tir depuis, mais finalement, en 2012, moi, quand je suis allé là-bas, c'était en 1997 ou 1998, je ne sais pas la date exacte, ça fait déjà une quinzaine d'années, mais finalement, est-ce que les choses ont tant évolué que ça dans les résultats aujourd'hui, grâce, je dirais, à une meilleure prise en compte des situations locales, grâce au discours sur la conservation, l'intégration, la relation aux hommes. C'est vrai que les choses ont un peu évolué, mais pour autant, on ne voit pas de progrès significatif. Qu'est-ce qu'on constate? L'Afrique de l'Ouest, malheureusement, c'est à protéger, mais il n'y a pas qu'en Afrique de l'Ouest. Une dégradation, vous en avez tous entendu parler, une dégradation des écosystèmes, une dégradation même des aires protégées, par des pratiques de braconnage, par les gens qui vivent autour des aires protégées. Pourquoi? Sûrement parce qu'il y a à manger dans les aires protégées, et que parfois c'est un complément alimentaire et qu'on n'hésite pas, lorsqu'on habite à côté d'un terrain qui est uniquement propriété de l'État, géré par l'État, à aller se servir, et finalement c'est un garde-manger tout à fait intéressant pour cette communauté locale. Donc il y a du braconnage de différentes natures, et donc une dégradation des aires protégées, des aires pensées définitivement protégées, et puis une dégradation aussi de l'écosystème. Donc ça remet en cause la pérennité même de la biodiversité dans ces parcs. On constate même une disparition de certaines espèces, et on a maintenant dans des aires protégées des listes d'espèces menacées. C'est quand même incroyable. C'est qu'on pensait que l'aire protégée était l'outil idéal pour
préserver la biodiversité, faire en sorte que des espèces qui étaient autrefois menacées ne seraient plus grâce à ces aires protégées. Donc effectivement, on peut parler d'échec, on peut parler véritablement d'échec. Et alors un échec évidemment d'autant plus fort que ça fait quand même 40 ans qu'on aide les pays d'Afrique de l'Ouest à essayer de trouver des solutions pour préserver la nature dans ces pays qui sont abondamment dotés, et c'est une richesse extraordinaire. Quand même l'Afrique a une chance extraordinaire, c'est qu'elle est encore dotée de cette nature qui a disparu dans les pays développés. Voilà, donc je pense que l'UICN, qui c'est pas notre responsabilité directe, on a un avis d'expertise, mais aussi on doit rendre une expertise en matière d'utilisation des fonds. Je pense qu'on se doit d'aider ceux qui fournissent l'aide à ces pays, d'orienter les aides, de faire en sorte que ces aides prennent en compte, bien sûr, je vais peut-être répéter ce qui a été dit dans le congrès depuis 2000, depuis Johannesburg, l'idée de finalement que ces aides servent aussi aux hommes qui entourent les aires protégées. Ce deuxième point qu'il faudrait aborder, je pense, c'est on dit, mais finalement, est-ce que les services publics, on donne de l'aide, mais finalement, est-ce que les services publics dans ces pays ne sont pas défaillants? Moi, je ne me permettrai pas d'affirmer de tels propos. Diplomatiquement, d'abord, c'est pas très bon. Et puis ensuite, est-ce que c'est la réalité? Moi, j'en suis pas persuadé parce qu'effectivement, on a fait des politiques de renforcement de capacité. Alors, on pourrait dire, est-ce que finalement, on a fait des renforcements de capacité, on a fait de la formation, on a apporté de l'aide technique, etc. Et puis finalement, les services sont défaillants. Alors, moi, il faut quand même se poser la question de savoir si finalement, dans la notion de renforcement de capacité, je suis un peu long, je m'excuse, on s'adresse aux bonnes personnes. Est-ce que la notion de renforcement de capacité, c'est pas de trouver dans le vivier des hommes qui vivent là-bas les gens qu'il faut former, peut-être, c'est un deuxième aspect des choses sur lequel il faudrait que l'on réfléchisse tous ensemble, et notamment sur les aides qui seront données plus tard. Donc, visiblement, je pense que dans la notion de renforcement de capacité, elle doit autant être tournée vers la société civile qui a envie, qui a un avis, qui doit être mobilisée, responsabilisée sur la protection de ces aires protégées. Je pense qu'il faut qu'on ait un nouveau concept de renforcement de capacité au bénéfice de la société civile présente dans les parcs et autour des parcs. Voilà, donc la question qu'on va travailler ensemble avec des exposés, des débats, c'est comment sortir de cette espèce de crise que l'on constate, cette crise écologique qui impacte à la fois les aires protégées, mais aussi, je dirais, presque l'ensemble de la région. Et donc, nous allons nous poser un certain nombre de questions. Alors, les questions, on va commencer par... je vais appeler Geoffroy Mauvais qui va nous parler, puisque lui il est sur le terrain. Je suis ravi, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Geoffroy Mauvais. Donc je suis ravi de pouvoir le revoir. Je pense qu'il serait bon de l'écouter. Il va nous parler des contraintes et des principales difficultés pour mettre en œuvre la feuille de route pour les aires protégées en Afrique subsaharienne. Ça va bien introduire le sujet. Voilà. Comment ça se passe parce que j'ai vu qu'il y avait des chaises. Est-ce que j'invite tous les participants? On va déjà décider de se présenter. D'accord. Et après les gens qui ouais, par exemple. Enfin bon, on va ça directement. Bon, globalement, j'ai la parole 20 minutes après l'heure où je devais la rendre. Donc ça va être difficile. Mais c'est pas un problème. Sauf que je me tourne vers Gilles et Arnaud pour organiser l'éventuel débat après. Ça va être quand même un peu difficile, puisque là, difficile de tout mettre dans les 40 minutes qui restent. Donc, ce que je suggère, c'est soit de présenter, option 1, soit de présenter et de faire le débat pendant la présentation. On peut faire ça parce que je pense que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, si vous avez des réactions, et il faut que vous en ayez, partagez-les maintenant pendant qu'on est là-dessus. Alors le sujet, on va très vite passer sur la présentation du programme pour donner le contexte de ce que je vous dis ce soir et puis s'intéresser à l'état de la conservation des aires protégées dans la région. Alors le programme, je vais aller très très vite, et je ne vais même pas d'ailleurs vous dire ça parce que je pense que Jean-Yves, ayant fait un bon historique, nous a rappelé le contexte du
développement de l'accord 4 qui a été signé en novembre 2005. La seule chose que moi j'ai envie de dire, c'est, et ça il ne l'a pas dit, c'est le rôle essentiel qu'il a joué lui-même dans cet accord, parce que sans Jean-Yves, eh ben, il n'y aurait pas eu d'accord. Pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'il y a encore des jeunes dans la salle, eh bien, sans Jean-Yves, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu d'accord cadre avec la France. Si, je peux le dire, je le dis, d'ailleurs je le dis. Bon. Voilà. Et au cours du développement de cet accord, et notamment à Bangkok, c'était 2004, on a beaucoup parlé, il y avait la Kim Steiner, il y avait tout le monde, il y avait la DGCI, et puis les gens du ministère des Affaires étrangères et autres partenaires français. On a proposé de travailler en particulier sur les aires protégées africaines. Et c'est de là que est né le programme Aires protégées en Afrique de l'Ouest, qui s'est ensuite étendu à l'Afrique centrale lors du développement du bureau. Et un des objectifs de ce programme était de travailler sur ces sujets que vous voyez ici, qui est sur ce sujet d'efficacité de gestion, auquel on parle. Voilà. Bon, tout ça, on l'a dit. Petit point qui m'intéresse de dire aussi, le support essentiel de bailleurs, je l'ai mis ici, pas tous les logos parce que celui du ministère est tellement gros, on ne peut pas le mettre sur une photo, mais au moins les autres, de FFM et l'AFD. Hein. Voilà, un petit s'il vous plaît, parce que sinon c'est... En tout cas, le FFM et l'AFD qui ont été des supports essentiels, et qui le sont toujours, maintenant complétés par d'autres, mais qui ont été les supports essentiels du développement du programme PAPACO. Lequel programme PAPACO s'est attaché à faire pas mal de choses, en un mot, plutôt en 5, des évaluations, des études, des projets de terrain, des formations, beaucoup de formations. Je rejoins ce qu'a dit Christophe, le besoin de capacité building, difficile de former tout le monde, mais enfin on peut déjà former un certain public. Et puis de l'info, et notamment un site sur lequel vous pouvez trouver tous ces éléments en ligne, donc c'est facile. En ce moment il est un peu en vrac, mais dès qu'on aura réglé les petits problèmes techniques, il sera de nouveau accessible d'ici 2-3 ans. Bon, donc maintenant on passe au sujet suivant, qui est celui qui nous amène ici à nous retrouver, à essayer de trouver des solutions sur lesquelles on travaille depuis longtemps, les solutions on va dire, et qu'on ne trouve pas, et qui est la conservation des aires protégées en Afrique. Alors je vais aller assez vite parce que d'abord vous connaissez tous, j'ai l'impression de faire un réunion familiale. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça 100 fois, donc c'est un peu gênant de répéter. Ok, beaucoup d'aires protégées dans la région, de tailles différentes, de catégories différentes et de formes de gouvernance différentes, ce qui fait qu'on a un ensemble extrêmement finalement hétérogène, mais tant mieux, hein, décliné dans des biomes très différents, après tous les biomes qu'on peut trouver en Afrique. Donc ça rend le travail sur les aires protégées difficile, parce qu'on ne travaille jamais sur le même espace. Bon, là on a l'impression que les aires protégées c'est machin, c'est un camembert ou un noyère ou un rôti ou je ne sais quoi, mais pas du tout. C'est un ensemble très divers d'éléments et ça rend le travail sur ce sujet assez compliqué. Et ces aires protégées qui sont réparties là pour cette région telle qu'elles sont, pas forcément dans des lieux qui correspondent à une grosse biodiversité, à un besoin essentiel de conservation. Donc, ça veut dire que quand on porte, là vous avez les hotspots de ciel dans la région Afrique de l'Ouest uniquement en vert, évidemment quand on s'adresse à d'autres zones, il y a des enjeux de biodiversité, c'est important, mais c'est pas forcément là qu'il y a les priorités. Ça dépend comment on regarde la carte et comment on fixe ses priorités. Ce qui veut dire, en résumé, c'est dans le petit cadre, conservation des aires protégées n'est pas égale forcément conservation de la biodiversité en tant que telle. Pour réagir sur ce que tu disais tout à l'heure, on peut perdre la biodiversité dans les aires protégées, évidemment, aussi. Mais parfois, c'est pas bien grave parce que ça ne correspond pas forcément à un lieu où il y a beaucoup de biodiversité, c'est peut-être parfois à côté qu'il y en a plus. Jean-Christophe. Mais absolument, il le faut. Des choses comme ça, moi je parle un peu. Ok. Oui, je sais pas comment ça. faire. Demander la main, ok. Je vais faire mon rôle. Et moi je surveille la montre. Si je peux commencer, c'est bon, je crois que c'est bien faire. Est-ce qu'on a besoin d'un animateur? Si je peux juste commenter, ça c'est un point qui est cher. Donc juste pour dire que là tu as utilisé Hotspot qui est un site. Vous levez la main quand vous voulez parler.
peut-être pas la bonne solution, parce que ça risque d'être plus long que... Mais en fait, comme ça, c'est un sujet qui est assez clair, et là tu utilises donc les hotspots, qui est un phénomène de priorisation globale. Il y a moyen, c'est peut-être chose qu'il faut voir, c'est d'affiner ça, c'est-à-dire à une échelle plus réduite. On a déjà des données pour ça, savoir vraiment où sont les zones d'importance pour la biodiversité dans la région par rapport aux aires protégées, parce qu'il y en a qui seront en dehors de ces hotspots. Donc ça, c'est quelque chose de tangible qui mériterait peut-être qu'on essaye de regarder, juste pour affiner ça, qui est un peu... Donc tu peux le faire. Non, ça peut être fait, ça je sais, mais pas moi. Donc je sais que ça peut être fait. On peut le faire. D'accord. Non, mais et c'est un exercice essentiel, c'est certainement d'ailleurs une partie du débat, d'arriver à affiner la qualité de nos données, donc la base de nos décisions. Ok, j'avance. Hein. Ok. Alors, évidemment, l'importance des aires protégées pour la conservation, je passe, c'est pas la peine d'y revenir, et je ne vais pas décliner toutes les importances des aires protégées dans le contexte de cette région et d'ailleurs en général. Une de celles-là, c'est l'importance des aires protégées pour les populations. Bon, ça, quand on pose cette question, on a ce genre de graphique. Est-ce que l'aire protégée est importante pour les populations riveraines? La réponse, pas que des populations riveraines, de tous les intervenants, est uniformément oui. Bon, ça surprend personne, ça nécessite d'aller un peu plus loin. On a fait des études, je vous en parlais tout à l'heure, l'une d'elles portait sur une zone protégée du Burkina Faso, et moi-même, les résultats m'ont beaucoup surpris, parce que globalement, vous voyez, le bleu clair, c'est ce que produisent les gens à partir de leur travail, les cultures. Tout le reste, c'est ce qu'ils tirent de l'aire protégée d'à côté, c'est-à-dire que ça fait 40% du revenu de la famille. Hein. Une fois monétarisé ce qui sort de l'ensemble, ça nous donne ce genre de figure. C'est quand même énorme. Hein. On n'a pas chiffré ce dont ils souffrent à partir de l'aire protégée, c'est-à-dire ce que les éléphants leur mangent, que les machins bidules. Bon, on s'est arrêté au bénéfice, parce que bon, je ne vais pas se tirer les balles dans le pied, mais quand même, c'est important de voir qu'il y a des vrais bénéfices et qui ne sont pas négligeables, c'est pas marginal, c'est pas 5% et 10%. C'est récent ou c'est... Ça date de l'année dernière. Les bénéfices dont ils tirent des aires protégées, c'est récent? Ah non, c'est simplement que là, on les a mis dans un graphe avec des chiffres. Mais je veux dire, c'est évident que parfois, il y a plus de préjudice que de bénéfices, ça c'est évident. Quelqu'un qui a son champ ravagé par des éléphants tous les ans, et ça existe, il y en a au Burkina, évidemment, il a du mal à voir le bénéfice qu'il va tirer de la protégée voisine. Mais globalement, sur une population autour d'une aire comme ça, que ça va concerner une vingtaine de milliers de personnes, globalement, on obtient ce genre de figure. Et personnellement, moi j'étais très surpris de l'ampleur de ces chiffres. Ça ne serait pas partout pareil, etc. Ça dépend des contextes, on est bien d'accord. Mais ça donne un peu de corps à ce qu'on dit toujours, les populations bénéficient quand même des aires protégées. Bah oui, ça se démontre. Ce sont des revenus croissants ou... C'est-à-dire ce que... Je sais pas. On refera l'enquête. Ok, et évidemment il y a des menaces, des pressions. Beaucoup de pressions, des pressions sur les ressources végétales, ça surprend personne, bois de chauffe, bois de coupe selon les régions, ok. Ressources animales, hein, on va sûrement en parler un moment ou un autre, mais le braconnage n'a pas disparu, même là où il n'y a plus rien à braconner, c'est ça qui est assez curieux. Globalement, tout le monde s'y met au braconnage, ça c'est lié justement au fait que les gens ont tellement l'habitude de considérer le braconnage comme la menace principale que de toute façon, dans n'importe quelle enquête, c'est la principale pression, même encore une fois quand je vous dis qu'il n'y a plus rien à braconner. Et conversion des terres, ça c'est certainement une menace un peu plus importante, puisque transformation, culture, ou tout ce que vous voulez, ou infrastructure, elle est considérée comme excessive dans toutes ces aires protégées rouges dont vous voyez la grande majorité. Des menaces qui émergent, un sujet émergent, si on peut dire, parce que c'est pas quand même tout nouveau, mais enfin, qui deviennent de plus en plus... L'émergence s'accélère, disons. C'est là où on voit les points où il y a de l'exploration ou de l'exploitation minière dans la région, pas tout, mais enfin, d'une certaine importance. Et ça couvre toute la région, etc. Bon, par contre, quand on fait l'enquête auprès de nos managers d'aires protégées, quand on va les voir, généralement cette pression-là ne sort pas comme une pression, même s'ils ont une mine à côté, même s'ils ont une mine à l'intérieur, et c'est le cas dans pas mal de parcs,
ils ne le voient pas nécessairement comme une pression très importante parce que justement ils sont focalisés sur les pressions qu'ils connaissent, le braconnage, la coupe du bois, les pailles, le miel, machin. Bon, à côté de ça, il y a une mine d'or qui utilise du cyanure ou du mercure, vous pouvez choisir, au milieu de leur périmètre. Bon, donc, et ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui en fait n'est pas émergent, on est déjà dedans. Mais bon, j'ai mis en émergent parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui émerge. Bon. Alors, des difficultés de gestion, puisqu'on parle de la gestion, ça c'est, y a-t-il un plan de gestion? Généralement il y a un papier, machin truc, mais enfin y a-t-il un plan de gestion qui est validé, qui est reconnu, qui est connu, hein, qui est lu, ou qui est appliqué? Enfin, bon, on peut décliner la question. En règle générale, c'est plutôt bon. Hein. Et même quand il y en a un bon, il est généralement pas mis en œuvre. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Beaucoup de besoins. Est-ce qu'il y a assez de personnel? En général, non. De l'avis même des gestionnaires. Pardon. On n'en avait pas discuté la dernière fois, mais là, par contre, sur le cadavre, Je sais pas comment revenir. ouais, d'accord, mais c'est pas là. Ça pose quand même de grosses questions sur effectivement les financements de bailleurs de fonds, parce que je crois qu'il n'y a pas un projet qui est